Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot. Avec Benjamin Glaise, bonjour à tous, bonjour à toutes. On est donc le lundi 23 octobre. Bonjour Philippe Torreton. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On est ravis. On va parler avec vous ce soir sur France 3 à 22h50. Sera diffusé votre film Mémé, tiré de ce livre best-seller que vous aviez publié une dizaine d'années, de ce portrait avec douceur et tendresse, je dirais, de votre grand-mère, de nos grand-mères finalement, celles qui sont nées avant le plastique. J'aime bien cette expression. Pourquoi vous avez fait ce choix de passer du livre à l'image et de raconter votre grand-mère aujourd'hui à travers ce film? Ah, c'est pas moi qui l'ai fait ce choix. En fait, on l'a fait pour moi. Et j'ai suivi. Et ça vous a fait quoi quand on vous a dit il faut le mettre en image? Ouais, on va parler des images après. J'étais très ému qu'on y pense. C'est Anne Schulman qui s'est associée à Faribalise avec Nathalie Demareuil qui m'ont contacté pour me demander l'autorisation de le faire. Et puis après, avec Camille Jusa, la réalisatrice, on a décidé de le faire ensemble et ça m'a vraiment touché. Je trouvais que c'était une belle réponse en fait à ces centaines de lettres que j'ai reçues après publication du livre. Et à l'époque, alors j'ai répondu le plus possible, mais j'ai pas pu répondre à tout le monde. Et je me suis dit, mais en fait, ce film, ça va être c'est la continuité de cette pensée-là, de cet hommage-là que ce livre a permis. Je trouve que ce livre est arrivé à un moment donné où personne n'avait écrit sur sa mémé, surtout dans ces milieux-là populaires, simples, où il se passe rien si ce n'est le courage de la vie de tous les jours, en fait. Et on s'intéresse au milieu populaire quand il y a des problèmes, quand il y a des problèmes économiques, quand il y a des faits divers, quand il y a de l'inceste, quand il y a des choses comme ça terribles, de la pauvreté, etc. Mais quand il se passe rien d'autre que la vie, mais la vie, elle est riche, elle peut faire preuve de grandeur et de élever ses enfants quand on est toute seule dans une campagne, faire en sorte que ses filles, c'était le cas de ma mémé, passent le bac et puissent faire des études et choisir leur métier, choisir leur mari. C'est magnifique ça. Et on n'en parle pas. D'ailleurs, vous le dites aussi, on va y revenir dans un instant, on n'appelle plus les grands-mères mémé aujourd'hui. On les appelle mamie, manou, on a plein de petits surnoms comme si c'était un nom, un diminutif qu'on n'utilisait plus. Grâce à ce livre et ce film, je pense que mémé va reprendre du poil de la bête, si j'ose dire. Moi, je suis grand-père depuis 2 ans et je suis un pépé. Un pépé. Voilà. Allez, vous bougez pas, Philippe Torreton, on est avec Benjamin Glaise. Benjamin, on va faire le zapping maintenant. Sud Radio Média, l'instant zapping. Benjamin, on commence par quelque chose qui a tourné ce week-end. Oui, week-end en l'occurrence très tendu dans le Tarn. Vous en avez peut-être entendu parler après la manifestation de samedi contre le fameux chantier de l'autoroute A69 qui doit relier Castres à Toulouse. Des militants ont tenté d'instaurer une ZAD rapidement évacuée hier par les forces de l'ordre. Les travaux doivent reprendre d'ailleurs ce lundi. Dans le 20h de TF1, on a pu entendre hier certains de ses opposants au chantier. L'affrontement aura duré tout l'après-midi. Vers 13h, les forces de l'ordre ont investi la ZAD, occupée illégalement par les opposants à l'autoroute Toulouse-Castres. Sur place, plusieurs centaines de militants étaient en train d'installer le camp. Il y a des jeunes qui ont la rage au ventre, qui veulent en découdre, mais qui sont calmés par une autre tendance qui est très pacifique. Depuis hier soir, les militants avaient investi une maison. Elle est située sur le futur tracé de l'autoroute. Mise en place de barricades, organisation du ravitaillement. Ils sont déterminés. On veut plus d'autoroutes, on veut plus de voitures. On sait que c'est ça qui nous détruit. On sait que c'est ça qui détruit la planète. Philippe Torreton, dans votre film, on voit que la question écologique est plus que présente. Ces autoroutes, ce dossier, ces infrastructures routières, le toujours plus vite peut-être, vous en pensez quoi ? Moi, je pense qu'il faut arrêter de saccager la nature. Je pense que des routes, il y en a pas mal en France et dans le monde. Et des centaines de millions de kilomètres de bitume. Ça suffit. Ça coupe des forêts, ça coupe des marais, ça empêche des migrations d'animaux, ça tue. Pas seulement des animaux, des êtres humains aussi.
Et ça suffit. Et je pense que cette opposition dans laquelle on aimerait bien nous jeter entre les écolos parisiens qui ne comprennent rien à la province, là on voit que dans cette brève interview, il y a de l'accent dans les voix et ils viennent pas de Paris, cet accent. Donc il y a des gens aussi sur place qui sont contre. Et ça suffit de saccager la nature. Ça suffit de couper des arbres centenaires. À un moment donné, il va bien falloir qu'on se rende compte, comme le dit le jeune homme, que la tyrannie de la voiture, ça doit avoir une fin. Alors pas forcément une fin brutale, etc. Vous comprenez juste sur ce dossier-là que les habitants ou certains habitants se disent, nous, on n'a pas encore cette voie d'accès rapide entre deux villes que tout le monde peut avoir et on a été les grands oubliés. Et j'ai entendu tout et le contraire de tout sur cette portion d'autoroute. C'est 54 km de bitume, ouais. Ouais, c'est ça, 54 km de bitume, comme si ça allait tout régler. Tous les problèmes de la région, l'emploi, l'industrialisation, etc. C'est à qui on fera croire ça, que 54 km de bitume vont tout d'un coup faire de certaines régions soi-disant enclavées, parce qu'elles sont reliées, il n'y a pas de désert en France, hein, donc au lieu de privilégier des solutions alternatives, le train par exemple. Moi je milite pour le train, pour que toutes ces voies qui sont abandonnées, pleines d'herbe, retrouvent enfin une utilité. C'est quand même aberrant qu'on en soit à relier Paris pour faire des trajets province-province. Donc à un moment donné, il faut se lancer là-dedans. Et ça passe par un coup d'arrêt, oui. Et puis franchement, il fut un temps où on était moins regardant sur la destinée des gens. Quand vous regardez tout le nord de la France, comment on a saccagé des millions de gens à l'hôtel de la productivité, parce que soi-disant la sidérurgie française, il n'y avait pas de manifestation incroyable. Et là, on parle de 54 km de bitume. C'est quand même un peu fort de café, je trouve, ces cris d'eau frais, parce que tout d'un coup, il faudrait arrêter ce projet. On est capable d'appauvrir, de paupériser tous les Hauts-de-France au nom d'une rentabilité économique. Et là, tout d'un coup, il faudrait qu'on soit tous derrière ces bitumeurs, quoi, pour soi-disant désenclaver une région, etc. Alors que tous les bilans sont vraiment à prendre avec des pincettes, parce que rien n'est sûr, rien n'est prouvable dans les arguments qu'ils avancent. On va continuer dérouler le film du zapping avec Benjamin. On continue. Oui, l'écologie a toujours invité surprise cette fois-ci d'une interview de Marion Maréchal sur BFM TV. Hier, la tête de liste de Reconquête pour les européennes a été interrompue à 2 reprises, coup sur coup. 2 militants écologistes étaient présents dans le public. Ils ont perturbé le direct, forçant la chaîne à lancer la pub. Ils étaient vêtus d'un t-shirt blanc avec écrit dessus en anglais « Il nous reste 521 jours ». D'un cynisme insupportable. Je vais vous dire, je viens... Alors, attendez. Engagé avec dernière rénovation. Attendez. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir et d'interrompre le cours normal des choses. Ce soir, merci beaucoup, Marion Maréchal, d'avoir été l'invitée de cette émission un petit peu perturbée. Et je tiens à profiter de la fin de cette émission pour présenter encore une fois toutes nos excuses aux téléspectateurs de BFM TV, à ceux qui nous ont regardés. Ces 2 intrusions sur le plateau étaient évidemment indépendantes de notre volonté. Nous les regrettons et nous vous annonçons d'ailleurs que BFM TV a décidé de porter plainte contre ceux qui sont responsables de ces 2 interruptions. Le désespoir de la jeunesse, cette jeunesse qui essaye de se faire entendre, ce genre d'action, il y a débat, faire des opérations commando comme celle-là, ou simplement continuer à manifester. Quel est votre regard là aussi, Philippe Torreton ? Moi, j'ai toujours dit que plus l'inaction de nous tous, j'ai pas envie d'accuser que les politiques, même si le personnel politique est en charge des destinées du pays, mais plus l'inaction sera patente et plus les actions seront violentes. Et la jeunesse, c'est quand même très difficile de vivre dans ce monde-là. Moi, il y a une quarantaine d'années, j'avais pas ça en tête, et j'aurais dû. Nous aurions dû l'avoir en tête, mais on ne l'avait pas. Et donc, avoir toutes ces épées de Damoclès, Mais ils ont raison, comme ça, de faire des opérations coup de poing médiatiques. Alors, il y en a qui se moquent, il y en a qui disent ça sert à rien, ça dessert la cause, etc. Moi, je crois que les gens font ce qu'ils peuvent et que devant l'inaction, oui, il y a une conviction.
Et on tente par tous les moyens de faire entendre, de montrer qu'il y a urgence. Parce que regardez, même les scientifiques se désespèrent, s'arrachent les cheveux. Ouais. Et certains scientifiques appellent à des actions coup de poing violente. C'est pas très violent de faire ça. C'est voilà. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire, mais c'est pas violent. Faut arrêter. Benjamin. Dans l'actualité aussi, et bien sûr, la guerre entre Israël et le Hamas, avec un coup de gueule, celui de Caroline Fourest sur France 2 samedi soir. Elle a pointé du doigt cette gauche française qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Elle n'a pas apprécié que Christophe de Chavannes lui coupe la parole. Laissez-moi juste finir ma phrase. Bordel, c'est ce qu'elle a dit. Sur les attentats qui nous ont frappés, vous avez une gauche qui dit crime de guerre parce qu'il considère que le Hamas est dans son droit légitime de se battre par tous les moyens contre une occupation israélienne. Obono a dit occupation. Il n'y a pas un soldat israélien dans la bande de Gaza depuis 2005. Oui, mais il y a une occupation de la Cisjordanie. C'est quand même Laissez-moi juste finir la phrase. C'est quand même une prison assez ouverte. Ok, mais je finis juste cette phrase. Chaque fois que c'est compliqué, si vous ne laissez pas finir la phrase, on ne va pas y arriver. Désolé. Donc, il y a des territoires disputés, il y a des territoires occupés. Ça n'est pas là où sont allés les terroristes du Hamas. Voilà. Il n'y a pas le temps de la mesure ou de l'explication sur les plateaux télé aujourd'hui. Je crois pas, dossier, non. Non, je crois pas. Je crois Elle a raison, Caroline Fourest, de dire laissez-moi terminer, c'est compliqué, laissez-moi finir mon raisonnement. Mais évidemment, mais regardez comment ont évolué nos médias. Parfois, quand on regarde des archives de l'heure de vérité, on a l'impression que c'est de la télé avant la télé, pratiquement. C'est où tout d'un coup on laissait l'invité parler et sur des problèmes délicats. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la pertinence de l'interruption de Chavannes. Enfin, c'est pas comme s'il avait un expert du Moyen-Orient sur le plateau. Là, c'est un troublion qui vient dire des choses et qui se permet d'interrompre Caroline Fourest. Je suis désolé. C'est un problème compliqué et je suis, alors là, permettez-moi de le dire, mais tellement d'accord avec ce que dit Caroline Fourest sur le sujet. Allez, on va terminer en musique. Alors, je sais pas si ça va vous plaire, mais en tous les cas, Benjamin, on a un petit morceau. On va parler des Rolling Stones. Des Stones, des papilles. Ils sortaient leur nouvel album vendredi dernier avec un accueil, on va dire, mitigé dans la presse. L'Obs, par exemple, qui titre « On a écouté le nouvel album des Rolling Stones, qu'est-ce qu'on s'est emmerdé ?» Voilà qui dit. Bon, en tout cas, vous allez vous faire votre avis avec ce duo, les Rolling Stones, et qui chante ici avec la star Lady Gaga. Quand même, oui, ça on voit. Ils ont 80 piges. Mais ouais. Ouais. Toujours jeune. Mais c'est tellement magnifique. Moi, je suis tellement heureux de faire un métier qui peut ne pas s'arrêter. Voilà. Beaucoup de chance. Ben oui. Ouais, chance inouïe. Philippe Torreton, merci Benjamin pour ce zap. Philippe Torreton, on vous retrouve dans un instant, juste après la pub. On va parler de Mémé. C'est ce soir sur France 3 et c'est à 22h50. Ce film tout en tendresse autour de votre grand-mère. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillon. Sud Radio Média, l'invité du jour. En compagnie de Philippe Torreton ce matin, ce soir sur France 3 donc, ce film Mémé, tiré de votre livre publié en 2014, qui avait été un immense succès de librairie. D'ailleurs, vous le dites, même en Chine, on va parler de toi, Mémé, au début du film. Vous avez fait le choix de prendre des images d'archives. Il y a peu, vous dites, d'images de votre grand-mère dans ce film. C'est pas des archives familiales. Non, et il y en a pas du tout d'ailleurs. Ouais. Et nous, on a raté tous les tournants technologiques. Vous n'aviez pas la Super 8 avec la bobine et les soirées non plus. Les soirées films. Non, on a juste quelques appareils photo qui ont traîné par-ci par-là, mais donc et en fait c'est mieux parce que le livre, en parlant de ma Mémé, finalement s'adressait, vu son succès, beaucoup de gens y ont trouvé la leur et retrouvé la leur. Et il fallait que le film soit comme ça aussi. Et donc en prenant toutes ces images d'archives, ça a permis à Camille Jusa et son équipe de montrer tout un panorama comme ça de regards, de blues, de repas, la blouse de nos mémés. La fameuse blouse à fleurs avec les grandes poches devant. Avec les grandes poches. Qu'est-ce qu'il y avait comme truc dedans? Pour mettre les grands mouchoirs. Ouais, c'est ça qui servait à tout, sauf à se moucher d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, quand on regarde ce film, évidemment, ça nous replonge, nos générations 65, 70, etc., dans cette France d'avant, cette France qu'on sublime un peu aujourd'hui, mais qu'on oublie de se dire, elles en ont bavé quand même, nos mémés. Ah, c'était rude.
Bien sûr, c'était rude. C'est pour ça que ce film n'a rien à voir avec de la nostalgie, ni c'était mieux avant, etc. Non, il y avait des choses mieux et il y avait des choses terribles. Être une femme seule, divorcée d'un mari dans les années 50, au début des années 50. Dans la campagne normande. Dans la campagne normande. Avec une maison qui est toute humide. Extrêmement dur, oui. Être obligé de travailler en usine, de placer ces jeunes enfants, ces filles en l'occurrence, parce que pas possibilité de les garder, de les faire garder, parce que ça coûte cher. Donc, c'est ça aussi, c'était compliqué. Donc, mais forcément, on les regarde avec un œil attendri parce qu'il y avait aussi, c'était à une époque où la campagne ressemblait encore à une campagne, où on n'exploitait pas l'agricole, comme je le dis dans le roman, où il y avait des animaux partout, où on mangeait peu de viande, parce que ça coûtait cher. Quand il y en avait dans la cour. Ouais, c'était une occasion. Il fallait il fallait qu'il y ait une occasion. C'était des locavores avant l'heure. Mais totalement. Ce qu'on appelle aujourd'hui. Poussé par la nécessité. C'est bobo aujourd'hui, ce qu'on appelle bobo de retour à la nature. C'est vraiment des modes de vie qui sont aujourd'hui choyés par certains urbains. Ah, mais on aurait vraiment intérêt à voir ce qu'il y avait de juste dans ces vies-là et à y retourner assez vite. De cette façon de prélever sporadiquement, délicatement le vivant, parce que d'économiser, d'être conscient du prix des choses. On a vécu, on nous a fait vivre, Gion, parce que c'est nous, c'est la société de consommation, mais on nous a fait croire que tout était accessible. Mais pour que tout le soit, il a fallu réduire les coûts de tout. Donc on a cassé le travail, on a amoché le travail, on a accéléré les distances de livraison. Maintenant on consomme. Vous vous rendez compte que on peut parfois acheter de l'agneau de Nouvelle-Zélande et moins cher que de l'agneau français. Un agneau qui fait le tour de la moitié de la terre en avion ou en bateau. C'est totalement délirant et tout est à l'avenant. Et alors qu'on a des producteurs en France, etc. Donc on nous a fait croire que tout était possible, que les saisons n'avaient plus cours, qu'on pouvait manger de tout le temps. Et or, voilà, on le paye chèrement aujourd'hui. On le paye cash. Donc il y a un intérêt à y revenir, non pas de façon drastique c'est pas un retour en arrière comme certains hommes politiques le caricaturent, revenir chez les Amish ou tout ça. Non. C'est pas un ode à la décroissance, c'est une ode au bon sens, c'est ce que vous dites. De toute façon, décroissance, il y aura. Alors est-ce qu'elle sera voulue, orchestrée, ou est-ce qu'elle sera subie ? Mais le débat n'a pas lieu sur la décroissance. Il y aura décroissance. Soit on va se la prendre dans la gueule avec des catastrophes en série et des gens sans boulot, sans rien, et soit on l'accompagne dès maintenant. C'est ça. Le débat, il est là. Il n'est pas dans le fait il y aura ou il y aura pas. C'est pas un choix qu'on a devant nous. C'est pas un choix. Beaucoup de gens pensent qu'on peut encore choisir. Mais on ne peut plus choisir. Le tout est comment on accompagne les choses. Est-ce qu'on les accompagne de façon civilisée, orchestrée, intelligente, ou est-ce qu'on y va dans la barbarie, dans le chacun pour soi ? Et pour l'instant, on fait quoi, là, selon vous, là ? Pour l'instant, on prend le chemin de la barbarie et du chacun pour soi, oui. On le voit bien. On le voit bien. Regardez ce qui se passe avec tous ces gens qui sont sur les routes, on ne prend pas la mesure de ce qui se passe. On ne prend pas la mesure de ces centaines de millions de gens qui sont obligés de partir, de fuir leur terre ancestrale, parce qu'on n'y cultive plus rien, on ne peut plus rien y faire pousser. La désertification. Je vous signale que le bassin méditerranéen est en voie de désertification. Donc, est-ce qu'on anticipe ça ? Est-ce qu'on le gère dès maintenant, ou est-ce qu'on fait l'autruche ? Et après, tous les scénarios sont sur la table entre la violence et l'ultra-violence. Je voudrais aussi, Philippe Torreton, qu'on parle dans ce film, parce qu'il y a plusieurs façons aussi de se souvenir de ce qu'était la place des femmes. Ces pionnières, c'est pas une ode à la féminité ou au féminisme, en tous les cas, on comprend à quel point nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ont tenu à bout de bras, finalement, le pays, les familles, les enfants, et de ce que je comprends aussi de votre récit, en lisant le livre aussi, c'est que votre grand-mère s'est jamais plainte de ces conditions. Jamais. Alors qu'on ferait vivre ça une aujourd'hui, on aurait des manifs. C'est un signe de confort aussi. On est moins endurant au mal, parce qu'on a eu la chance de bien vivre.
pour la majorité d'entre nous, évidemment. Mais quel courage, ces femmes, ces pionnières. Mais oui, quel courage. Parce que, d'abord, beaucoup devaient se débrouiller toutes seules, parce que les maris mouraient plus vite. Il y avait la guerre, il y avait tout un tas de choses. Il y a eu la guerre, il y a eu je crois qu'il faut le dire aussi, il y a eu l'alcool, il y a eu la pénibilité des métiers. On a évolué aussi dans le monde du travail. Les agriculteurs meurent moins dans les champs qu'avant, même si ça existe. Alors maintenant, il y a le taux de suicide qui est important. Ouais. Mais je parle d'accidents de travail. Mais est-ce qu'elle vous parlait de tout ça, elle, votre grand-mère? Est-ce que vous avez ce souvenir? Mais rien. Mais non, elle n'a jamais rien lâché. On ne parle pas. Elle s'est jamais plainte. Elle s'est jamais dit. Quand vous veniez faire votre jogging, vous racontez ça. Jamais sur le ton de la plainte. Non. C'est ce que je raconte dans le livre, et ce qui est dans le film aussi, c'est que au détour d'une partie de Scrabble, tout d'un coup, elle me dit j'aurais bien aimé faire de la musique. Et quand elle vient vous voir, je voudrais que vous racontiez le jour où elle vient vous voir à la Comédie Française. Le fait que, et dans le livre vous le racontez aussi, quand on lui pose la question ce que ça fait d'avoir son petit-fils qui devient comédien, sociétaire de la Comédie Française. Elle a une phrase magnifique quand elle parle de cette, on va dire, ascension d'un de ses petits-enfants. Ouais, elle disait que ça l'étonnait parce que je n'avais pas la distinction d'un gars de la ville. Voilà. Et cette expression, un gars de la ville, ça témoigne de toute une époque. La ville, c'était l'endroit où on pouvait choisir son métier, on pouvait vivre mieux qu'à la campagne, où on était éduqué, on avait des manières. Alors maintenant, tout ça, toutes les cartes ont été rebattues de tout ça. Maintenant, c'est un peu dans l'autre sens que ça se passe. Mais voilà, pour ma grand-mère, pour nos grands-mères, la ville, c'était quand même un gage de réussite pour ses enfants et ses petits-enfants. Et moi, elle me trouvait trop campagnard pour réussir dans le métier de comédien. Et j'ai trouvé ça tellement chouette qu'elle dise ça, parce que ça me légitimise au contraire dans cette acceptation-là je viens de là et pour les raisons pratiques, mon métier m'a poussé à Paris, mais je serai toujours un petit gars de la campagne ou de la province, on va dire, mais je l'assume totalement et ça me plaît, mais c'est comme ça. J'ai pas envie de trahir mes origines, j'ai pas envie de faire semblant d'être plus parisien que les Parisiens. C'est comme souvent les gens qui viennent de province, en fait, les plus snobs des Parisiens sont des gens qui taisent, qui pincent leur province, qui en font des caisses dans l'autre sens. Et moi, j'ai pas besoin de ça. Et dernière petite question, est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'avoir réalisé ça pour votre grand-mère, de parler d'elle et de la rendre comme ça populaire? En tous les cas, elle nous renvoie aux nôtres, à nos mémés, à nous. Ça, je sais pas du tout. Je pourrais pas, parce que ce livre a été écrit sur une longue période, parce que j'étais à la fois poussé à l'écrire en me disant à chaque fois, mais ça va intéresser qui, ce que je suis en train de dire? Et en fait, ça a été un succès incroyable de librairie. Quand il est sorti, il était dans les 20 meilleures ventes. Il m'a fait voyager en Chine. Il a été traduit aussi en italien. Et tout le monde m'en parle. Que je sois au théâtre, tout le monde m'en parle. Tout le monde. Et en fait, je me dis que souvent, c'est en étant le plus personnel qu'on touche le collectif, en fait. Voilà. Allez, c'est ce soir et je vous invite chaudement à regarder ce film, 22h50 sur France 3, Mémé. C'est adapté de votre livre, Philippe Torreton. C'est magnifique, c'est touchant, ça nous renvoie à notre enfance et bien plus ailleurs. Votre Mémé, c'était votre premier emploi, vous étiez gardien de nuit de Mémé. Oui. Ça, j'aime beaucoup, ça me rappelle beaucoup de choses. Allez, on va complètement changer d'univers parce qu'on va partir dans l'espace. Un documentaire sur Thomas Pesquet. Votre Mémé, elle a vu les premières fusées décoller d'ailleurs. Hein. Oui, elle a vu des hommes se poser sur la Lune et c'était un événement. Et c'était en direct à la télévision, ça c'est faux aussi. Merci beaucoup Philippe Torreton. Merci à vous. Merci à vous. Dans un instant, Yoann Thierry pour ce documentaire de l'ISS à la Lune, le monde de Thomas Pesquet. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.
Le supplément média. Le supplément média avec Yoann Terrier. Bonjour, réalisateur. Bonjour. Ce soir sur RMC Découverte à 21h10. Vous signez ce documentaire de l'ISS à la Lune, Le Monde de Thomas Pesquet. Vous dites un documentaire en impesanteur parce qu'effectivement, pendant toute la durée du film, de votre film, on est avec Thomas Pesquet dans l'ISS, là où il est le seul Européen, je dis même plus français mais européen, à avoir passé le plus de temps en fait. Exactement. Il a passé plus de 396 jours. Oui, il a passé deux vols spatiaux, 2016, 2021. Plus d'une année sur 2 missions, effectivement. Alors, vous l'avez rencontré, mais vous vouliez vraiment qu'il vous raconte de l'intérieur cette vie d'astronaute. Exactement. On a eu une interview il y a un peu plus d'1 an maintenant. Sur lui, sur sa façon de vivre dans l'espace et essayer de tirer un petit peu d'émotion de Thomas Pesquet, ce qui n'est pas évident. Alors quand vous dites ça veut dire qu'il est tout le temps en contrôle ? Ah, il est tout le temps en contrôle. Clairement, et puis il le dit pratiquement, je pense, dans les 10 premières minutes du documentaire, il nous dit c'est sa façon d'être. Il sort pas les émotions comme ça. Mais on a réussi un petit peu à en tirer des émotions et on a réussi. Et puis ça, pour le coup, c'est cool. Parce que vous parlez de ça, ces émotions, en tous les cas, de ce qu'il ressent au fond de lui-même. On ressent quand même que c'est un enfant face à effectivement il est à la fois enfant parce qu'il fait un métier que ils sont 6 ou 10 sur Terre à le faire, et en même temps, il faut être extrêmement rigoureux pour pouvoir mener ces missions qui sont hautement compliquées et voire dangereuses. Oui, Thomas, depuis le début, il vous dit que c'est pas forcément son rêve d'aller dans l'espace, mais il a travaillé pour y arriver. Et maintenant, Ouais. Non, c'est. Alors, beaucoup le présentent comme l'homme parfait. Oui. Ça lui fait quoi ? Pas grand-chose. Non, je crois que c'est du travail. Oui, c'est tout. Lui, il est dans son monde. Effectivement, il a toujours travaillé pour ça, et du coup, il a réussi à toucher les étoiles, mais avec du travail derrière et un acharnement. Alors, votre film, c'est aussi un travail, et en tous les cas, un témoignage scientifique. Oui. C'était voulu aussi de montrer tout ce côté travail et pourquoi on va dans l'espace. Beaucoup disent à quoi ça sert. Oui. Alors moi, au départ, effectivement, c'est vraiment quand on m'a proposé ce documentaire, parce que c'est la chaîne RMC qui est venue me voir en me disant est-ce que ça t'intéresse un documentaire sur Thomas Pesquet ? Alors j'ai dit oui, évidemment, sans problème. Vous êtes nombreux à vouloir l'interviewer. Oui, on est nombreux. Et du coup, moi, c'est vraiment cette facette, parce que alors moi, je connais rien du tout à l'espace. Enfin, c'était vraiment un univers. Voilà, je connaissais Thomas Pesquet. Exactement. Ouais. Thomas Pesquet, pour moi, c'était les photos. L'ISS, pour moi, c'était un petit truc qui tournait autour de la Terre, mais vraiment loin. Et c'est le côté technique du documentaire, technologique, c'est vraiment ce qu'on a voulu rapporter et montrer en images réellement où se trouvait l'ISS, ce qu'on y faisait, et voilà. Et ça, je trouve que, j'espère réussir à le rendre visuel, parce que l'ISS, en fait, finalement, on connaît pas grand-chose de l'ISS. Enfin, je pense que pour la plupart des Français, où se trouve l'ISS, comment elle tourne, etc. Enfin voilà, tout ce côté un peu technique de l'ISS. C'est très technique, et en même temps, on s'aperçoit aussi qu'ils sont multicartes, c'est-à-dire qu'ils sont des astronautes, ils sont des pilotes, mais ils sont des scientifiques, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi travailler en laboratoire une fois en apesanteur. Exactement, plus de 200 expériences, je crois, sur sa 2e mission. Donc ils font que ça de la journée. Leur journée, pratiquement, ils se lèvent, ils ont un petit briefing, et puis après, c'est parti, ils font des expériences principalement. Je crois que c'est plus de 50% de leur temps. Après, le reste, c'est le nettoyage de la station, bricolage, et puis un petit peu de temps libre, mais je crois que ça, c'est que le dimanche, effectivement. Ils ont quand même des petits bouts de dimanche une fois qu'ils sont là-haut. Comment est-ce qu'ils communiquent aussi avec la Terre, avec la vraie vie, quelque part, la vie terrestre, la vie à gravité? Oui, ça c'est pareil, c'est le soir. Le soir et le dimanche, quand ils ont leur temps libre, justement, et ils ont leur petit ordinateur, là, dans leur petite cabine
Ouais, pas plus grande qu'une cabine téléphonique. Et du coup, ils arrivent à... Ils dorment debout. Exactement. On voit ça très bien, c'est étonnant. Debout ou pas, puisque ça, en fait, finalement, ça peut être allongé. Enfin, les cabines sont dans tous les sens, dans les 4 sens. Donc en fait, finalement, oui, il n'y a pas de sens. Et c'est ce qu'on explique aussi, c'est que psychologiquement, pour eux, il faut qu'il y ait un sens dans l'ISS. Donc du coup, il y a un plafond, un sol, les lumières sont toujours du même endroit, les écritures toujours du même côté, pour se retrouver en fait et d'avoir finalement un sens, parce qu'on peut vite se perdre en fait en apesanteur, ou en microgravité. Pareil, vous êtes calé maintenant. Oui, un petit peu. Ouais. Bon, et justement, quand on est novice, enfin en tous les cas, quand on n'était pas plongé dedans, est-ce que c'est pas plus intéressant et plus facile d'aller chercher le souci du détail pour bien faire tout comprendre? Alors oui. Moi, je trouve que justement, du fait que je sois pas calé dans ce domaine, est plus simple pour rendre un documentaire accessible à tous. Voilà, vulgariser la science, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Et du coup, voilà, moi, je suis comme le public, on va dire, qui va regarder ce documentaire ce soir. Je n'y connaissais pas grand-chose. Et du coup, j'y ai mis vraiment ce qui était important à mes yeux. Et j'espère un peu plus aussi, parce que j'ai essayé de trouver des petites choses que Thomas ne parle pas partout dans les médias, parce que c'est vrai qu'il a quand même un discours assez rodé, et il parle toujours un peu des mêmes choses, on va dire. Et voilà, et on a essayé aussi de mettre des petites choses... Et il y en a. Oui, il y en a. Je pense qu'il y en a. Toutes ces images, quand il est dans l'ISS, etc., c'est un travail qui a été fait avec l'Agence spatiale européenne? Alors, c'est un travail, oui, enfin, ils nous ont donné accès un peu aux médias qu'il y a sur les sites internet. Mais clairement, le site internet de l'ESA fournit énormément d'images de l'espace. Ouais. La NASA aussi. Et tout ça gratuitement, on n'a même pas besoin de faire un accès, on peut aller sur les pages et puis télécharger des vidéos comme ça. Et ouais, enfin voilà, il y a une banque d'images incroyable sur ces 2 sites qui sont la plupart des images du documentaire. J'ai pas eu accès à des images exceptionnelles, enfin voilà, inédites. Je pense que ça, ils se les gardent pour eux, ou je sais pas, c'est top secret, je sais pas. Donc voilà, moi je suis resté. Et vous, est-ce que Thomas Pesquet, qui est aujourd'hui une star, on va le dire comme ça, c'est une star, deuxième personnalité préférée des Français. Enfin voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Comment vous expliquez justement cette notoriété? C'est le fait qu'il est déjà avec ses photos. Je pense qu'aussi on a été tous touchés dans sa première mission avec l'ensemble des photos qu'il a envoyées. Oui, je pense que effectivement. Comment on s'explique ça? Lui, il l'explique, parce que je lui ai posé la question de savoir pourquoi lui est sorti plus que les autres. Alors lui dit que clairement c'est grâce aux réseaux sociaux, puisque en fait pour toutes les personnalités françaises qui sont allées dans l'espace avant lui, les réseaux, la communication se faisait un peu moins. Je pense que l'ESA aussi a ouvert à la communication, de plus en plus, même les astronautes italiens, etc. Il y en a qui deviennent un peu de plus en plus connus, on va dire, dans leur pays. Mais ouais, il faudrait lui demander à lui, mais mais il en parle. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que même lui, au début du documentaire, il explique comment il a appris la nouvelle de sa sélection, qu'il était choisi, et c'est encéphalogramme plat en termes d'émotion. Exactement. Il y en a peut-être débouché une bouteille de champagne, mais c'est tout ce qu'on a fait. Voilà, c'est ça. C'est le strict minimum. Il a quand même failli faire une petite blague. Oui, il était à 2 doigts d'en faire une. Oui, mais dans il l'a pas faite, puisque voilà. Il va partir normalement sur la Lune. C'est ce qu'il souhaite. Oui, c'est ce qu'il souhaite. C'est ce qu'il souhaite. Et la route est encore longue, mais visiblement, il est dans la shortlist. Ouais. Qu'un Européen, un Français marche sur la Lune, ça va faire l'objet un deuxième volet. Oh là là, ce serait bien. Thomas sur la Lune. Ah, ce serait formidable. C'est ce que vous souhaitez faire? Ouais. On le suivra de toute façon, et puis je pense que RMC sera derrière. On sera nombreux derrière. Oui. On sera nombreux. Mais ce serait quand même très, très, très sympa. Voilà, c'est les vacances. Profitez-en. Yoann Thierry va signer donc ce documentaire ce soir sur RMC Découverte, 21h10, de l'ISS à la Lune, le monde de Thomas Pesquet. Ça fourmille
vraiment d'explications par l'intéressé lui-même, Thomas Pesquet, qui vous explique tout ça, son rêve dans les étoiles et dans l'ISS. Et puis j'en profite aussi, si vous êtes en vacances, faites un crochet à la Cité de l'Espace si vous passez du côté de Toulouse ou le long de la Rocade. Faites un crochet, ils font un boulot formidable pour justement vulgariser tout ce qui concerne l'espace. Merci beaucoup. Dans un instant, mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs. Ils arrivent. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.